Bonsoir tout le monde. Est-ce que pour la première fois, cet épisode de votre rendez-vous pour cinéphile insomniaque ne serait pas auréolé sous la potentialité d'une bonne nouvelle? Parce qu'on parle de réouverture des cinémas mi-mai, voilà, aux dernières nouvelles, à l'heure où j'enregistre ce podcast, c'est-à-dire beaucoup trop tard pour enregistrer quoi que ce soit, il semblerait que ce cauchemar étrange qui s'appelle la vie, en tout cas qu'on appelle la vie en cet instant, va prendre fin, et que, alors qu'on va également pouvoir retourner en salle, on va un petit peu pouvoir retrouver le goût d'exister, ce goût qui nous avait bien manqué, un petit peu affiné, un petit peu exotique, qui nous paraît de plus en plus lointain et qui, semble-t-il, va de nouveau se faire familier dans nos vies, en tout cas je l'espère. J'espère, parce que c'est vraiment cette bonne nouvelle, cette positivité-là qui me motive à enregistrer ce podcast. Donc je vous avoue que je l'aurais un peu mauvaise de m'être laissé berner pour qu'on nous annonce finalement que les salles de cinéma ne rouvriront pas tout de suite et qu'on va continuer à végéter enfermés dans nos clapiers pendant encore de nombreux, très nombreux mois. Mais bon, d'un autre côté, ça nous donnera l'occasion d'être ensemble. Donc bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés, prêts à vous laisser bercer. Je l'espère un petit peu par mes mots, parce que voilà, il y a aussi la fatigue évidemment et le stress de tout ça. Mais je l'espère un petit peu par les réflexions, en tout cas, que l'on va porter ce soir en ce qui concerne le cinéma documentaire. Alors voilà, je me suis dit, voilà, quand j'ai vu les résultats de vos votes, parce que je le rappelle que toutes les semaines vous votez sur Twitter et Instagram, dès que c'est le cinéma pour choisir le sujet de la semaine. Lorsque j'ai vu que c'était le cinéma documentaire qui vous avait intéressé cette fois, je me suis dit, cet appel de la vraie vie, cet appel du monde qui semble tant nous manquer, sans doute ont-ils envie de le retrouver, sans doute ont-ils envie que l'on en parle un petit peu, voilà, ce soir, de ce rapport bien étrange à cet objet fascinant qu'on appelle le réel et qu'on essaye tant bien que mal d'appréhender à travers le médium du cinéma. C'est de ça dont on va parler ce soir, c'est autour de cette question-là que l'on va s'interroger, et peut-être aussi essayer de redorer le blason d'un genre cinématographique que personnellement je trouve un petit peu vite fait mis de côté, voilà, parce qu'il se trouve que j'ai une passion personnellement pour les documentaires, et que je trouve que c'est un genre extrêmement sous-estimé, par le grand public en général, mais aussi par les cinéphiles. Moi, j'ai beaucoup de conversations qui me reviennent en mémoire au moment où j'enregistre, là, pour préparer aussi l'épisode, de phrases du type... Allez, je vais en citer une de quelqu'un qui se reconnaîtra. Je t'aime, mais un peu te tacler, voilà, pour introduire le podcast, mais rassure-toi, c'est juste pour introduire le podcast, je t'aime toujours autant. J'ai souvenir d'une phrase qu'on m'avait dit à propos des documentaires. Ah oui, les documentaires, les trucs qui passent sur France 5 où on regarde des guépards courir. Alors oui, c'est vrai, il y a beaucoup de documentaires type animalier qui passent à la télé. On ne sait pas pourquoi la télévision a une passion pour les animaux sauvages quand il s'agit de combler ses grilles de programmes. Un petit peu moins évidemment quand il s'agit de soutenir des initiatives qui permettraient d'éviter leur disparition. Mais ce n'est absolument pas un débat, je vous rassure, que nous allons aborder ce soir. Ici, nous sommes dans un safe space, c'est-à-dire un espace totalement déconnecté de la réalité politique du monde dans lequel on vit, qui nous évite, voilà, on se perd un peu à rêver plutôt que de pleurer sur les décisions que prennent nos dirigeants et sur les potentiels profils de ceux qui vont succéder à celui qu'on se tape maintenant. Ah, ça fait rêver, Oui, désolé, je ramène une petite dose de réel dans votre rêverie onirique du soir, qui, je l'espère, est de plus en plus prononcée à fur et à mesure que cet épisode avance. Mais on parle de cinéma documentaire, on parle de cinéma du réel un petit peu, et donc il convient quand même de se rappeler que ce beau bordel qu'on appelle la vie est le premier terreau qui vient nourrir nos ambitions cinématographiques, et y compris celle des ambitions cinématographiques des documentaristes. Et oui, je parle d'ambition cinématographique, parce que pour revenir sur la phrase que me disait cette tendre personne qui apparemment avait un attrait particulier pour les guépards qui aimaient courir vite sur France 5, j'ai deux problèmes avec cette phrase. La première, c'est que ça sous-entend que les documentaires sur les guépards, ce n'est pas particulièrement intéressant, alors que si. Voilà, je considère qu'il y a d'excellents documentaires animaliers, pour en citer un parmi tant d'autres que personnellement j'adore, Océan, de Jacques Perrin, qui pour moi est une merveille de mise en scène et si possible à découvrir sur un très très grand écran avec un excellent système son, parce que c'est un moment de poésie et de cinéma par le travail de l'image, de la composition et du rendu de cette nature sublime que Jacques Perrin filme en fait avec une grande humilité. C'est ça qui est très touchant dans le film. Il y a une façon de diviniser presque les animaux, la mer, l'océan, et d'interroger notre rapport à quelque chose qui est gigantesque et que pourtant on prétend dompter. Donc voilà, très intéressant. Et excellent documentaire animalier où l'on voit des images absolument fabuleuses
de requins blancs, de baleines, d'iguanes marines, de bancs de thon qui forment des boules lorsqu'ils se rassemblent ensemble. Enfin bref, c'est un film merveilleux, regardez Océan si ce n'est pas déjà le cas. Et surtout, deuxième petite chose, parce que j'en reviens à notre histoire de guépard qui avait ouvert cet épisode, il y a tout de même cette idée que le documentaire n'est bon qu'à combler des grilles. C'est-à-dire que le documentaire n'est bon qu'à remplir de l'espace télévisuel, il n'est bon qu'à vaguement divertir notre cerveau lorsqu'on n'a pas le temps de se concentrer sur quoi que ce soit d'autre. Voilà, regarder des insectes filmés en plan macro, se bouffer les uns les autres. Voilà, lorsqu'on n'a pas le temps de se concentrer sur un film, je sais pas moi, de Jacques Audiard pour citer un contemporain, ça va nous aider de citer un petit peu des contemporains, parce qu'on parle beaucoup de morts dans cette émission. Voilà, c'est un truc que j'ai remarqué. Bon, tu me diras, l'épisode précédent, on avait fait sur les origines du cinéma, mais je trouve quand même qu'on ne parle pas assez des vivants, alors qu'il y a des vivants qui font des bons films. Aujourd'hui, pour en citer un autre de vivant, qui est un excellent metteur en scène, citons par exemple Bruno Dumont, duquel on ne parle pas assez. Selon moi, ça n'a absolument rien à voir, je digresse. Mais ce que je vais essayer de faire dans cet épisode, au-delà de toutes ces digressions qui finalement s'apparentent assez à la structure narrative du monde, moi j'ai tendance à expérimenter ma vie comme une succession de digressions où je ne vois absolument aucun fil rouge et aucun moteur narratif qui viendrait déterminer un petit peu ce qui se passe et me sortir de cet absurde. J'ai l'intention, dans cet épisode, de rendre hommage à un genre que l'on aime tous, et peut-être, je dis bien peut-être, de réconcilier celles et ceux d'entre vous qui pourraient douter qu'il s'agit là d'un genre cinématographique absolument formidable, en leur posant une simple question. Pourquoi le cinéma documentaire ne serait-il pas du cinéma ? Est-ce à voir avec l'idée que le cinéma documentaire se contenterait de capter quelque chose qui existerait déjà, et donc que le monde nous offrirait, que l'on récolterait, qu'il n'y aurait aucun exercice à faire, que l'on se contenterait d'être là avec notre caméra, de filmer, de récolter, de monter, et de diffuser le tout sans faire absolument aucun effort créatif. Moi, je pense qu'il y a un peu de ça. En tout cas, c'est ce que j'entends dans les critiques assez récurrentes que l'on peut voir sur le documentaire. Le documentaire ne fait aucun effort. Le documentaire n'est pas un moment de cinéma dans la mesure où, je parle au conditionnel bien sûr, il n'aurait pas d'enjeu cinématographique. C'est-à-dire que le documentaire, à l'opposé donc de la fiction, puisque on définit le documentaire aussi par son opposé, l'idée de l'histoire fictive, de l'histoire que l'on invente, l'opposition entre réalité et imagination, cette idée que le documentariste, c'est un petit peu celui qui a la flemme d'écrire des histoires. Et, permettez-moi de vous le dire, celles et ceux qui pensent ça déjà, eh bien asseyez-vous, parce que je vais potentiellement être un petit peu dur avec vous ce soir. C'est totalement faux. C'est totalement faux parce que c'est méconnaître le principe même du travail d'un documentariste, qui est celui qui, non pas récolte le réel, mais le trie, le sculpte, et l'oriente d'une certaine façon. Car, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le documentaire est narratif, à l'image du film de fiction. Il y a des documentaires qui ne sont pas narratifs, bien évidemment, et de la même manière qu'il y a des films de fiction qui ne sont pas narratifs, mais le genre dominant qui s'impose, et encore une fois, c'est un simple constat que de le dire, dans le documentaire, c'est l'axe du récit. Un documentaire sans récit, sans progression, eh bien ça n'existe pas vraiment. Et pour reprendre l'exemple de notre guépard, j'insiste beaucoup sur lui, mais vous allez voir, je vais finir par lâcher l'affaire au bout d'un moment. Vous vous souvenez de tous ces documentaires animaliers que l'on regardait, moi surtout plus jeune, où on personnalisait les guépards, où il y avait machin qui était la mère d'eux, qui avait 2 enfants, et on nous racontait l'histoire du fait que la mère, elle allait chasser pour nourrir les gamins, voilà. Vous vous rappelez de tout ça ? Bah ça, c'est un exercice de fiction. C'est un exercice de construction du récit. Et même, si l'on voulait être un petit peu gentil avec le travail de ceux qui font les documentaires, c'est peut-être plus difficile en fait d'inventer une fiction à partir d'un matériau déjà existant que de l'inventer stricto sensu, ex nihilo. Ah bah ouais, parce que calquer une histoire sur des images que t'as déjà, c'est un petit peu plus compliqué que d'écrire une histoire qui n'a à sa disposition que des images qui sont à inventer. Et maintenant que l'on commence à parler un petit peu plus sérieusement, j'aimerais qu'on introduise la réflexion un petit peu plus générale que l'on va avoir ce soir autour de la question du cinéma documentaire, par une citation du réalisateur Robert Bresson. Voilà, encore un mort, je suis désolé, qui nous dit dans son ouvrage Notes sur le cinématographe, Robert Bresson d'ailleurs que je trouve qu'on ne cite pas assez dans cette émission, peut-être qu'on va le citer davantage à l'avenir, qui nous dit donc, je cite, « Le réel brut ne donnera pas, à lui seul, du vrai. » Parce qu'évidemment, le principe même du cinéma documentaire, c'est de rendre compte du monde réel. Mais
Partir du principe que filmer le monde réel sans le sculpter, sans travailler à construire le récit du monde, donnerait de facto, voilà, comme ça, par une sorte d'impulsion magique, immédiatement le vrai tel quel sur l'écran, bah c'est une idée complètement illusoire. Le travail du documentariste, c'est justement de rendre compte du récit du monde par un travail cinématographique. Car le documentaire obéit exactement aux mêmes règles de montage, de mise en scène, de travail sur la musique, de travail du cadrage, que tout autre type de film, à commencer évidemment par les films de fiction. Et pour bien montrer ça, parce que là je me basais sur la phrase de Bresson que je trouvais intéressante, même si lui évidemment quand il dit ça il parle de la fiction, et c'est pour justement mettre en avant l'importance du travail du réalisateur, hein, lorsqu'il dit le réel brut ne donnera pas à lui seul du vrai, c'est pour dire qu'en fait juste filmer quelque chose n'est pas suffisant pour donner l'impression de vérité au spectateur, et qu'il faut le travail du cinéaste pour pouvoir justement construire cette impression de réel, mais là où Bresson peut-être ne l'entendait pas de cette oreille, mais où moi je me sers de cette phrase pour l'amener autre part, c'est que pour moi c'est tout aussi valable lorsqu'il s'agit du documentaire, parce que ceux qui font des documentaires sont des cinéastes. Et pour bien le montrer, avant de commencer à s'interroger sur les différents types de documentaires qu'il peut y avoir, et sur la place du cinéaste justement dans ce genre si particulier, on va citer une deuxième notion. Voilà, c'est un épisode assez théorique, hein, mais c'est toujours important d'avoir des bonnes bases solides pour pouvoir aller après avancer dans une direction qui est saine. On va parler un petit peu de Laurent Julier, donc historien du cinéma contemporain, tant qu'il est vivant, voilà, ça en fait un de plus dans cet épisode, qui dans son livre « Analyser un film », parle en fait d'une notion qu'il appelle le mentir vrai. Et donc je vais vous lire un petit peu comment est-ce qu'il développe cette notion. En fait, il s'interroge sur l'ambition du film narratif. Et pour lui, donc Laurent Julier, il en définit deux. Pour lui, un film est soit descriptif, soit performatif. Lorsqu'il dit qu'un film est descriptif, c'est-à-dire que c'est un film qui relève donc du mentir vrai, c'est-à-dire un film qui produit des représentations qui nous ouvrent les yeux et les oreilles sur les choses telles qu'elles sont. À l'inverse de l'ambition performative, donc, que Laurent Julier définit comme ça, il dit que ça relève des films dont le récit veut provoquer une modification dans le monde réel, c'est-à-dire en fait les films militants ou les films à vertu éducative, en fait, c'est-à-dire qui cherchent à montrer comment est-ce que l'on pourrait transformer nos comportements. Je trouve déjà que c'est très intéressant, mais de toute façon, analyser un film de Laurent Julier, pour moi, c'est vraiment un livre qu'il faut avoir lu, vraiment parce que c'est un trésor de réflexion sur le cinéma, en plus de nous apprendre vraiment, comme l'indique son titre, à analyser un film, et puis il y a plein de réflexions très intéressantes. Enfin, c'est un livre que je cite très souvent, et je pense que vous avez compris que je l'aimais. Et je l'aime d'autant plus que lorsqu'il évoque, bien sûr, cette notion du mentir vrai, c'est-à-dire utiliser l'art du mensonge pour dire la vérité, il cite en exemple les films de fiction d'une part, et les documentaires d'autre part. Parce qu'ouvrir les yeux d'un spectateur sur le monde tel qu'il est implique de construire un regard. Et cette importance fondamentale du regard que l'on porte sur les choses, pour reprendre notre exemple des guépards, encore une fois, mais bon, c'est un bon exemple, voilà, je l'aime bien finalement, tu vois, au fur et à mesure que cet épisode s'enregistre, je sens que cette histoire de guépard va beaucoup revenir. Il y a une énorme différence entre laisser une caméra filmer 72 heures durant des guépards et les documentaires auxquels on peut avoir droit sur des chaînes comme France 5, Arte, qui nous racontent l'histoire de ces guépards. Cette besoin de mise en récit des événements, elle est extrêmement intéressante. Et évidemment, c'est une notion passionnante parce que ça implique que pour comprendre le monde qui nous entoure, l'attrait principal de l'humain, son fondement, son réflexe primitif, c'est de faire récit, c'est-à-dire qu'il a besoin qu'on lui raconte des histoires, comme si le monde avait un sens, en tout cas pour se dépêtrer de la notion d'absurde du monde qui nous entoure, et que ce besoin de comprendre, il passait d'abord par le récit, puis qu'ensuite, dans un deuxième temps, il est passé par la science, mais que la science, en tuant justement cette notion de récit, a fait naître d'autres types de récits, et même si aujourd'hui, par exemple, pour prendre l'exemple contemporain, au XXIe siècle, on est dans une société qui, voilà, sait ce qu'est la science, on connaît plein de choses, mais les récits n'ont jamais été aussi nombreux, notamment à travers les théories du complot. On pourrait faire un épisode entier, même une thèse, bon après voilà, si on avait le temps bien sûr, hein, s'il n'était pas déjà l'heure d'aller se coucher, au moment où on n'a même pas traité le sujet de base, on pourrait faire une thèse entière sur comment est-ce qu'en fait
les théories du complot sont simplement de nouvelles formes de mythes qui nous permettent de faire récit dans un monde pour rationaliser des choses qui nous dépassent et qui nous font peur. Voilà, bien sûr, on pourrait faire ça, mais ce n'est pas le sujet. Voilà, vous vous en doutez, ce n'est pas le sujet de cet épisode. Non, nous, ce dont on parle, c'est du cinéma documentaire. Et par ce besoin que le cinéma documentaire a de faire récit, il se rend en fait cinématographique. Parce que, évidemment, le cinéma non narratif, ça existe. Ça représente moins d'1% des productions. Voilà. Donc en parler comme quelque chose de constituant de l'essence même de l'art cinématographique, personnellement j'aurais du mal à le faire, parce que l'histoire montre, et les productions des artistes montrent, et les goûts des spectateurs, des spectatrices montrent, que la notion narrative est essentielle. Mais que même si elle est essentielle, il est parfois nécessaire de l'écarter pour mieux justement rendre compte du monde réel. Et c'est là le paradoxe auquel je voulais en arriver avec cet épisode. C'est que lorsque j'évoque le besoin de mise en récit, lorsque j'évoque à travers justement cette notion de mettre en récit les choses qui sont filmées, je tends à montrer que je crois le documentaire est un genre de film comme les autres, et qui donc doit s'analyser de la même manière que les autres. Mais le fait est que, à mes yeux en tout cas, la grandeur d'un genre s'évalue au fait qu'il nous donne quelque chose à voir que les autres genres ne pourraient pas nous donner. Et c'est pour cette raison que même si certains documentaires qui nous racontent des histoires en mettant en récit les choses... Ah oui, attention, petite précision, bien sûr, quand je dis mettre en récit, je ne veux pas dire fictionnaliser, je veux dire simplement nous raconter l'histoire en utilisant des méthodes de narration pour rendre l'histoire plus agréable à écouter. Voilà, juste pour être bien précis, je voudrais pas qu'il y ait de mauvaises interprétations sur ce que j'ai pu dire. Le fait est que mes documentaires préférés sont ceux qui justement se passent du récit, parce que ce qu'ils filment est tellement plus grand qu'eux, un peu à l'image de Océan de Jacques Perrin qu'on évoquait au tout début de cet épisode, que notre besoin humain, que notre orgueil humain aussi de mettre en récit le monde est contrainte de se taire pour mieux assister aux choses. Et la manière dont j'aimerais vous illustrer ça, qui est selon moi ce qu'il y a de plus intéressant dans le documentaire, c'est-à-dire lorsque le cinéaste ou la cinéaste assiste à quelque chose de tellement plus grand et plus puissant que tout ce qu'il aurait pu imaginer, que tous les récits qui auraient pu sortir de lui, est contraint de se taire pour simplement filmer. Et pour ça, j'aimerais qu'on prenne 2 films en exemple, 2 films assez récents, pour le coup, qui font partie de mes documentaires préférés tous les deux, et qui ont une approche totalement différente d'une même idée, qui est celle justement de se mettre en retrait, c'est-à-dire c'est ce même effort donc d'humilité du réalisateur ou de la réalisatrice que j'évoquais un petit peu avant. Il s'agit du film Citizenfour, réalisé par Laura Poitras, qui est un documentaire sur l'affaire Edward Snowden, mais qui a quelques petites spécificités, on va en toucher 2 mots ensuite, et le film documentaire Léviathan, réalisé par Verena Paravel et Lucien Castan-Taylor, 2 anthropologues de Harvard, qui ont passé 1 mois en immersion sur un chalutier en Alaska. Voilà, donc ils sont allés avec leur caméra filmer les pêcheurs pêcher en haute mer. Et ils en sont revenus avec un long métrage qui contient parmi les scènes les plus extraordinaires que j'ai jamais vues sur un écran et les plus grands moments de cinéma qu'il m'ait été donné de voir. Et lorsque j'évoque ces 2 films, vous le remarquez tout de suite, déjà les 2 n'ont absolument rien à voir de par leur sujet, mais surtout les 2 n'ont pas du tout un sujet de la même importance. Et c'est ça qui est intéressant. Dans le premier cas, celui de Citizenfour, le film de Laura Poitras, on a un film qui retranscrit un événement majeur de l'histoire contemporaine. Donc pour situer un petit peu ceux qui ne voient pas ce que c'est Citizenfour, c'est un documentaire donc qui a été réalisé après que la réalisatrice, Laura Poitras, suite à un film qu'elle avait fait précédemment, ait été contactée par quelqu'un qui lui a dit « Viens dans telle chambre d'hôtel, à Hong Kong, il va se passer quelque chose. » Et suite aux échanges, etc., elle a finalement décidé d'y aller. Et il se trouve que cette personne qu'elle retrouve à l'hôtel, eh bien c'est Edward Snowden, qui s'apprête à faire ses révélations sur le fait que la NSA écoute l'ensemble des concitoyens américains et écoute aussi ses alliés, etc., etc. Et donc tout le film, en fait,
se passe, en tout cas dans sa quasi-totalité, dans une chambre d'hôtel, dans les coulisses de l'une des révélations géopolitiques les plus importantes de toute l'histoire, du point de vue de celui qui fait cette révélation. Et c'est évidemment un terreau extraordinaire d'analyse sur la place du cinéaste, de la cinéaste, face à ce qu'elle filme, parce que assister à ça, en ayant juste sa pauvre petite caméra pour rendre compte de quelque chose qu'on est en train de vivre, qui est tellement plus grand que nous, tellement plus important que nous, tellement plus impactant que le film même, ça implique que le cinéma devient un témoin, et non plus un acteur. Parce que ce qu'on aime dans le cinéma, et d'ailleurs c'est une phrase que même moi je prononce très souvent, on aime que le cinéma provoque quelque chose chez nous. C'est-à-dire que le cinéma en fait est un art agissant sur le spectateur. On attend de lui, par sa construction, par la façon dont il est filmé, par sa musique, etc., enfin par tout ce qu'il compose, qu'il suscite chez nous un effet. Mais l'idée d'un cinéma qui serait uniquement témoin de quelque chose, et en fait là où c'est très intéressant avec Citizen4, c'est qu'on pourrait justement s'interroger sur est-ce que c'est un film ou est-ce que c'est un geste journalistique en fait. C'est-à-dire est-ce que vraiment on est sur un rapport à l'art ou est-ce que c'est de la pure information que l'on a face à nous. En plus, le film est plus ou moins filmé en temps réel. Enfin, il y a quelques ellipses, mais les séquences mettent beaucoup d'importance à incarner le moment, c'est-à-dire à incarner l'attente, à incarner le temps qui passe, le suspense de la réalité de l'événement. Ce film, il suscite plein de questions. Il a d'ailleurs remporté l'Oscar du meilleur documentaire, donc c'est dire à quel point c'est un geste qui a eu son importance. Moi, je considère qu'il en a toujours, cinématographiquement parlant, mais qui déjà en a eu au moment où il a été tourné. C'est un film en fait qui interroge de façon tellement puissante le regard, l'humilité en fait, que nous devons avoir par rapport à ce que nous filmons, que personnellement je considère qu'il faut en tirer de grandes leçons du travail de Laura Poitras sur ce film, parce que même lorsqu'on filme de la fiction, même lorsqu'on invente des choses, garder cette notion d'humilité, ça nous permet finalement de toucher à ce réalisme. Parce que le monde que l'on filme, les acteurs du monde, à chaque fois que l'on rend compte de quelque chose, que ce soit d'une émotion, que ce soit d'un personnage, d'un événement, d'un élément naturel, hein, comme un volcan par exemple, en fait, nous passons notre temps, nous, cinéastes, à filmer des choses qui sont plus grandes que nous. Et si nous allons au cinéma, nous, spectateurs, spectatrices, bah c'est pour assister à ces choses qui sont plus grandes que nous. Et peut-être pour nous rassurer sur elles en les ramenant à notre échelle. Et il y a quelque chose de fondamentalement passionnant sur cette idée que le cinéma documentaire est toujours, presque toujours en tout cas, mais en fait toujours, un geste de démesure. Le cinéma documentaire sert à rendre compte de ce qui est plus grand que nous. La fiction est là pour héroïser les choses. La fiction, elle est là, elle, plus pour héroïser les choses, pour s'attacher à une dynamique qui est plus proche du mythe, là où le documentaire, justement parce qu'il filme le monde réel, et un partisan du naturalisme comme moi en est convaincu, le monde réel est toujours bien plus imposant et important que toutes les histoires que l'on pourra inventer. L'humilité dont font preuve les cinéastes implique une démesure qui est telle qu'elle nous sidère. Et lorsque je dis que les plus grandes images de cinéma que j'ai vues de toute ma vie, je les ai vues dans des documentaires, je pense que c'est en partie à cause de ça. À cause du fait que je suis personnellement, Clément, moi, en tant que spectateur, fasciné par la question de la démesure. C'est quelque chose qui vraiment m'intéresse dans la dimension artistique, et je m'intéresse beaucoup à l'art en général et à toutes les œuvres, justement, qui ont une portée démesurée de ce point de vue. Et toujours, dans la démesure, il y a une façon, en tout cas moi c'est la manière dont je l'expérimente, de toucher à l'infinité. De toucher à ce qui est tellement plus grand que nous que ça nous permet de violer le rapport d'échelle. C'est-à-dire du fait de sortir de notre place pour aller chercher quelque chose qu'on n'aurait jamais pu atteindre autrement. Et c'est en partie ce que parviennent à faire Lucien Castin-Taylor et Verena Paravel lorsqu'ils font Léviathan, le film sur le bateau de pêche, parce que c'est un film absolument pas narratif pour le coup.
C'est un film qui rend compte de qu'est-ce que c'est que la situation de l'homme face aux éléments. Qu'est-ce que c'est qu'un homme sur un bateau, en pleine mer, pendant 1 mois. Qu'est-ce que c'est que le travail d'un pêcheur? Qu'est-ce que c'est que le travail, l'orgueil humain, donc justement, de s'approprier l'océan, de faire tomber des tonnes, littéralement des tonnes de poissons sur des corps, de les éventrer un par un, de patauger dans l'eau de mer, dans les boyaux, d'être suivis par des centaines de mouettes qui nous bouchent le paysage, tellement elles sont attirées par la putréfaction qui s'élève des poissons, enfin de la cargaison, que tous les animaux sont attirés autour du bateau, et ça crée des images qui visuellement ne pourraient pas être mises en scène. Parce que ce qu'il y a de passionnant avec le réel, et là où Léviathan est aussi important pour moi, c'est parce que, au-delà du fait que ce qu'ils ont gardé pour nous le montrer de cette expérience, les réalisateurs, ce sont des images absolument sublimes, toutes où on jurerait que ce sont des œuvres d'art, toutes les images, mais ce qui les rend d'autant plus incroyables, c'est que justement elles n'en sont pas. C'est que justement elles sont plus que cela. Elles sont de l'art en elles-mêmes. Elles n'ont pas eu besoin d'être façonnées. Elles n'ont pas eu besoin d'être créées par la main de l'homme. Elles sont de l'art en elles-mêmes. Et quand je parlais de l'idée d'infini, de l'idée de la démesure, pour moi, cette démesure, on la retrouve aussi là. Dans l'idée que l'art existe indépendamment de nous, alors qu'on est tous persuadés que y a rien de plus humain que l'art. Hein. Puis on est là, oui, il y a que les humains qui font de l'art, les animaux ne font pas de l'art, ce qui est vrai. Mais là où être en contact avec le monde réel nous remet à notre place, c'est lorsqu'on constate quelque chose et que l'on se dit que jamais rien de ce que l'on aurait pu mettre en scène ou écrire n'aurait eu la même puissance que ce à quoi nous sommes en train d'assister. Et si on a ces a priori peut-être sur le documentaire, c'est peut-être parce que cette idée que quoi que l'on fasse, nous serons toujours moins intéressants que les choses que nous filmons, ça fait mal à l'ego. Parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est aduler des artistes, c'est nous interroger sur leur démarche, c'est revendiquer notre amour pour leurs œuvres, pour leur travail, pour leur façon de concevoir le 7e art. Mais se dire que ce que je regarde, n'importe qui aurait pu le faire, et que de toute façon, ça dépasse tellement toute imagination humaine, ce à quoi je suis en train d'assister, que ma place est inutile, en fait, dans cette équation. Ma place de cinéaste n'est que d'être un témoin, en fait, de quelque chose. Même dans le cadre de Citizenfour. Être dans l'antichambre des bombes et se rendre compte qu'en fait, ce qui se joue autour de nous nous dépasse complètement. Et s'en rendre compte avec un mec à lunettes en slip sur un lit, ça fait mal à l'ego. Il y a quelque chose. Tu t'es dit, ah merde, je sers vraiment à rien, tu vois, dans cette société. Et je pense que il faut, même si on peut avoir des a priori, faire l'effort de se tourner vers ce type de cinéma, parce qu'il y a des grandes choses à y trouver. Et que même si, comme moi, on a un attrait plus certain pour la fiction et qu'on aime écrire des histoires, il n'y a rien... Il n'y a pas de plus belle source d'inspiration que le monde réel. Et s'intéresser au travail de ceux qui ont simplement cherché à en rendre compte de cette grandeur, de cette beauté du monde, je pense que ça ne peut que nous faire gagner au change. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le cinéma documentaire pour ce soir. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Regardez des films documentaires, regardez Citizenfour, regardez Léviathan, regardez Océan, regardez d'autres films, regardez Capturing the Freedmans, regardez les listes des meilleurs films documentaires, parce que contrairement à la plupart des autres listes, des autres tops, ces listes-là sont très intéressantes parce qu'elles montrent en général ceux qui sont vraiment les plus intéressants, même si, comme lorsque on est, comme moi, dans une logique de chercher des images, de chercher quelque chose d'assez précis, on sort un petit peu de ces lignes, mais en tout cas pour pénétrer dans le monde du documentaire, ces listes officielles vous seront d'un grand secours. Si vous vous apprêtez à vous coucher, eh bien,
Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne nuit. Et si vous vous levez, eh bien, regardez un petit peu autour de vous et profitez du monde qui vous entoure, parce que vous n'êtes pas à l'abri d'assister à un grand moment de cinéma. Salut tout le monde.